Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Une Alia Story sympathique, vous la connaissez peut-être déjà puisqu'elle est apparue dans un documentaire dont on a beaucoup parlé et chez Kalita et ailleurs qui s'appelle Tserfokain, qui a été réalisé par Monsieur Carielli. Voilà, donc nous sommes ensemble avec Mademoiselle, enfin Madame Serouya Avram. Madame chuchotait, oui, c'était pour sourire. C'est la même chose. Par contre, il faut parler bien près du micro parce que sinon on ne va pas vous entendre. Bienvenue chez nous. Merci. On est ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. Ben voilà. Alors, une Alia Story haute et en couleur, on va dire ça comme ça. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, vous êtes styliste, vous avez un espèce de café très sympathique dans les Shtarim, comme on dit, mais vers la cave à Yarok, dans les territoires, dans les implantations, dans les choux, bref, comme vous voulez. Ça se situe à Tekoa, voilà. Mais vous n'avez pas toujours fait ça, puisqu'avant de venir en Israël, vous étiez étudiante en droit. Exact. Vous êtes née à Aix-les-Bains. Exact. Et vous avez grandi à Paris. Alors, comment vous avez décidé de venir, il y a à peu près un peu plus de 20 ans, en Israël? Qu'est-ce qui vous a pris? C'est une très dure question. J'ai eu un moment un doute sur ma vie, sur le chemin que je prenais. Et en fait, j'avais besoin d'indépendance. Vous habitiez chez vos parents? Voilà, exact. Étudiante, pendant longtemps sur un lit superposé. On était 6 enfants. Donc, c'était un grand appartement, mais bon, quand même. Et avec des parents assez durs, une éducation assez stricte. Et donc, à un moment, j'ai dit, c'est pas ma vie. J'ai pensé, c'est pas ma vie. Je veux changer, je veux faire quelque chose qui me ressemble. Donc le droit, c'était aussi pour leur faire plaisir? Eh ben, en fait, assez. Pour mes parents, c'était médecine, droit, ingénieur. C'est à peu près tout ce que mes frères et sœurs ont fait. Et moi, je voulais faire de l'art. C'est-à-dire, depuis petite, je voulais aller faire un bac de art artistique. Mes parents n'étaient pas d'accord parce qu'il n'y en avait pas en école juive. C'est-à-dire que j'ai toujours eu un conflit comme ça dans ma tête où je voulais faire de l'art. Je voulais faire quelque chose, pas besoin de stylisme, mais ça pourrait pu être architecture, graphisme, quelque chose qui touchait à l'art. Et mes parents, pour eux, c'était un hobby. Et donc, j'avais l'impression qu'il fallait gagner sa vie en faisant de l'art. Bon, alors finalement... Pas seulement gagner sa vie, c'est aussi le statut, voilà. Et donc, à un moment, je me suis dit, la seule manière pour avoir ma vie, ce que je veux me réveiller le matin et être d'accord avec moi-même et être contente de ce que je fais, c'était de changer de vie. Et de partir. De partir, oui. Parce qu'être à la maison et ne pas vers le même chemin que ce que mes parents pensaient pour moi, donc c'était un peu difficile. Vous auriez pu partir ailleurs, vous auriez pu partir aux États-Unis, en Angleterre. J'ai hésité. J'ai hésité. J'ai été 3 mois aux États-Unis juste avant ma LIA. Et j'ai vraiment hésité à ce moment-là de rester aux États-Unis où j'avais les possibilités de rester ou de faire ma LIA. Et c'était les 2 grandes possibilités en fait que j'avais. Et j'ai décidé Israël d'abord parce que j'étais à Yavne. On était assez sionistes d'une certaine manière, pas toute ma famille, mais d'une partie. Et que j'étais au Bnei Akiva aussi, donc il y avait quand même quelque chose. Et que je me suis dit que j'ai de la famille en Israël, que j'ai vu peut-être 10 fois depuis que je suis ici. Depuis les plus de 20 ans que je suis là, je les vois que pendant les mariages, etc., que dans les fêtes, puisqu'il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de vraies vacances. Donc, je ne vois pas vraiment ma famille ici. Mais c'était c'était le chikout, la motivation. Voilà, en fait, je me suis dit, je connais Israël vraiment bien. Je me débrouille en hébreu, même si je me suis rendu compte que vraiment, je ne me débrouillais pas quand je suis arrivée. Et donc, j'ai décidé de m'inscrire en... Alors, vous ne vous inscrivez pas en droit? Non, pas du tout. Non, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je voulais rentrer dans une école. J'ai décidé stylisme parce que j'ai vu que les examens d'entrée étaient plus faciles que, par exemple, pour architecture. Et donc, au début, j'avais entendu que Shenkar de Tel Aviv, mais au moment où il y avait les examens, j'étais aux États-Unis, donc je ne pouvais pas être là. J'ai dit, j'attends encore 1 an, je vais avoir 24 ans et demi. Après, encore une fois, ça veut dire que ça va me retarder pour passer encore 1 an les examens. Après, dans 2 ans seulement pour recommencer. Donc, j'ai parlé avec la Sornout, l'agent juif, et ils m'ont dit, non, il y a Vito à Haïfa qui est très bien, etc. Essaye. Donc, c'était en juin les examens d'entrée. J'ai fait ma LIA 1 semaine avant. Tu as passé les examens d'entrée. Voilà, j'ai fait les psychométries en 1 semaine. Et j'ai été acceptée.
Donc, j'ai pas fait d'Ulpani de Mechina. Donc, je suis arrivée avec un ivrite, mais catastrophique. Je ne pensais pas que j'étais aussi catastrophique, mais je comprenais rien. Je savais pas lire vraiment sans les likoud. C'est normal. Oui, mais on se rend pas compte quand on est touriste, on a l'impression qu'on se débrouille quand même. Et quand ça arrive avec des mots techniques, etc., dans des vrais cours, et tout d'un coup, on se dit... Vous étiez la seule française ? Oui, la seule française dans les méonotes où j'habitais, de Olim Khadashim. Il y avait Éthiopiens, Russes en général, un Américain, un Argentin et une Française. Je crois que c'était tout ce qu'on était. Mais autrement, c'était surtout Russe et Éthiopien. Et toute mon école aussi, à Vitso aussi, dans toute la Michlala, dans toutes les matières, j'étais la seule Française. Bon, en même temps, ça a dû être pratique pour les mots. Vous avez dû avancer vitesse grand V. Exactement. En 6 mois, je parlais. En 6 mois, je lisais. En 6 mois, je faisais des cours de psychologie en hébreu. Il n'y avait pas le choix. Puisque j'ai fait Archarat Morim en même temps. Donc, j'avais vraiment des cours de psychologie, etc. Donc, c'était vraiment en hébreu. Mais au début, j'ai jamais fait, pendant 6 mois, je n'ai jamais fait un devoir comme on me l'a demandé. Je comprenais pas ce qu'il me disait. C'est-à-dire, j'ai retrouvé des anciens cahiers à moi où il y avait marqué chizouk, c'est-à-dire quand on fait une couture et qu'on va en arrière un peu pour le renforcer, on va dire renforcer la couture. Et pourtant, après, avec le recul, je me dis, mais ça vient du mot chazak, donc j'aurais dû le savoir. C'est-à-dire, mais sur le moment même. Qu'est-ce que vous faisiez quand on vous demandait de renforcer une couture ? Vous faisiez quoi ? Pas ça. Non, il fallait que je cherche sur mon dictionnaire. J'avais un petit dictionnaire de poche. Je cherchais les mots, je demandais. Tout le monde se moquait de moi. Par exemple, pendant longtemps, on s'est moqué de moi en classe parce que je cherchais pour dire, comme on disait, que j'étais gourmande. Et j'ai cherché dans le dictionnaire, il n'y a pas de mot gourmand en hébreu. Et donc, j'ai trouvé la kekan, gargeran. Donc, je suis arrivée là-bas et j'ai dit, je suis gargeranite. Alors, tout le monde a rigolé. Après, j'ai dit, bon, d'accord, alors la kekanite. Et là, c'était encore... Et après, pendant toutes les 4 années de mes études, c'était at la kekanite. J'ai dit, bah oui. Donc, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a une grande différence. C'est sûr. Bon, alors, vous finissez vos études, vous commencez à travailler, je travaille. Et vous vous installez à Kfar Hasidim. Exact. Mon mari vient de Kfar Hasidim. Un Israélien, donc. Exact. Et j'ai pas connu de français, donc j'avais pas trop le choix. Donc, j'ai pas connu un seul français en 4 ans d'études. Donc, je me suis mariée avec un Israélien et qui venait de Kfar Hasidim. Donc, on s'est installé à Kfar Hasidim. Kfar Hasidim, c'est où exactement ? C'est entre, on va dire, Yoknam, Zichron Yaakov et Haïfa. C'est à 15 km de Haïfa environ, derrière le Hara Carmel, le mont Carmel. Alors, vous êtes resté 11 ans et là-bas non plus, il n'y avait pas de français. Ah ouais, et là aussi. Et là, je me suis rendu compte que ça ne va pas du tout. Pas une question de français, mais une question d'Olé Hadash. En fait, je pense que les Israéliens ne savent pas ce que c'est un Olé Hadash, vraiment. C'est-à-dire, pour eux, on est différents. On n'a pas la même mentalité. Quand même, ou alors c'est vraiment différent dans les grandes villes. Non, dans les grandes villes, il y a des mélanges. Il y a quand même des gens qui viennent un peu partout. Mais par exemple, à Kfar Hasidim, il n'y avait aucun Olé Hadash d'aucun pays. J'étais la seule. Donc, c'était difficile pour vous ? Comment ça se traduisait au quotidien ? Une parent m'a téléphoné une fois pour me demander d'acheter des joggings à ma fille et d'arrêter de l'habiller bien parce que sa fille était jalouse et que ça la dérangeait en classe que ma fille arrivait tous les jours avec des beaux habits. Je lui ai dit d'abord, je suis styliste. Et deuxièmement, toi, tu as une télé dans ta chambre, tes enfants, ils ont une télé dans leur chambre. Moi, mes enfants, ils n'ont pas. Tu fais ce que tu veux chez toi, je fais ce que je veux chez moi. C'est mal passé ? Non, elle a bien pris parce qu'ils ont la même chutzpah. Donc, c'est bien. Donc bon, c'était quand même... fallait se battre sur tous les points, non, en comme fait, ça. Voilà, il y avait tout le temps des critiques. Pourquoi mes enfants dorment à 7 heures et ils sont pas dehors en train de jouer avec les autres enfants. Pourquoi... Mais ça, c'est quoi ? C'est pas plutôt dû à la vie de village que... Non, pas du tout. Non, je pense pas. Non, je pense que c'est une mentalité israélienne ancrée chez les Israéliens par exemple, la télévision, les habits, etc. C'est une mentalité d'arriver en jogging Hogan. Un Français n'arrivera jamais en jogging Hogan. Ça peut arriver. Moi, en tout cas, j'ai jamais vu ça à Paris. Vraiment pas. Non, là, j'étais il y a même pas quelques jours à Paris. J'ai pas vu ça non plus. Non, moi, j'ai été choquée. Ça veut dire, surtout que je venais... D'une certaine manière, je venais de faire Malia, j'étais encore assez... Ouais. Alors, à part ça, c'était compliqué ou parce que quand même, vous parliez l'hébreu, vous avez un diplôme israélien, vous êtes mariée avec un Israélien, vous vous sentiez quand même très française. Mais je me sens jusqu'à maintenant française. Mm-hmm. C'est-à-dire, je me sens israélienne d'une certaine manière, mais je sais pas... chez moi, ça pourrait être avec le drapeau français, c'est la France. Ça veut dire, les films sont en français, les livres sont en français, mes enfants cherchent des musiques, il est sur YouTube en français, ils regardent un film, s'ils cherchent, ça sera toujours en français, ils regarderont jamais en anglais ou en hébreu. Dire que... Et ils sont totalement bilingues, bien évidemment. Oui, ils sont bilingues totalement, ça, c'est sûr. Ma grande lit les livres en français aussi déjà, etc. Mais je pense qu'il y a quand même
Je pense de toute façon que c'est mauvais d'enlever le truc de français. Je trouve que c'est dommage que les gens deviennent tous israéliens la même chose, avec tous le schnitzel, le Shabbat ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est dommage. Ça fait, de toute façon, on ne peut pas lutter avec ce qu'on est. Si c'est quelque chose qui vous rend heureux de garder votre double culture, il n'y a pas de... En fait, je pense que c'est dommage d'enlever la culture. Je pense, en fait, c'est pas ça. J'ai rencontré tellement d'Israéliens qui sont déçus de ne pas avoir entendu la langue de leurs parents à la maison, de ne pas avoir appris le français, par exemple, leurs parents qui étaient français. En général, surtout les Français. Les Américains gardent leur langue sur 3 générations, 4 générations, ils continuent à parler anglais à la maison. Mais les Français, très rapidement, arrêtent de parler français. Et ils le regrettent ensuite. Et les enfants le regrettent. Les enfants le regrettent. Et souvent, je l'ai entendu ça. Donc, alors, après 11 ans, Serouya, parce que Serouya, c'est votre prénom, très original d'ailleurs. Merci au beaucoup. passage. Donc, après 11 ans de Kfar Hasidim, vous craquez. Exact. J'ai craqué avant, mais il a fallu convaincre mon mari de quitter sa mère. Donc, oui, j'avais besoin d'un peu de recul, et par rapport à ma belle famille qui habite dans la même rue que moi, et par rapport à la communauté, j'avais besoin de sentir une communauté un peu plus cosmopolite, un peu plus mélangée aussi, mais au rave dans le sens et religieux et dans le sens aussi de culture, c'est-à-dire d'autres Olim Khadashim, d'autres personnes où j'ai pas l'impression de me battre toute seule contre quelque chose que... Alors, comment on fait quand on cherche à partir d'un village pour aller ailleurs comment on choisit? Parce que c'est souvent un dilemme que les Olim Khadashim ont. Aller dans une ville, aller dans un village, dans un yishuv. À Zéo. Et quelle ville et comment faire? Alors, on avait des critères. Mon mari vient d'Amoshav. Voilà, mon mari vient d'Amoshav. Donc, Kfar Hasidim est à Moshav. Donc, lui, il a besoin d'une maison. Un immeuble hors de question. Donc, déjà, ça enlève les villes. C'est très dur de trouver une maison ou très cher de trouver une maison en ville. Donc, on a dû enlever cette option-là très rapidement. Et moi, je voulais Mehorav. Donc, on a commencé à chercher. Mehorav, ça veut dire mélanger complètement. Des gens différents. Voilà. Et donc, Mehorav, mais du point de vue religieux aussi. C'est-à-dire que je voulais qu'il y ait du chilonim, datim, que les gens ne me demandent pas qu'est-ce que je suis ou ne me jugent pas par rapport à si je mets un pantalon ou une jupe ou je me couvre pas la tête. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on ne juge pas une personne par rapport à comment elle s'habille. On juge par rapport à la personne, par rapport à comment elle est. On rate tellement de choses, souvent. On rate parce qu'on va du côté des gens qu'on connaît, qu'on reconnaît. Et on rate les autres. C'est un manque. Donc, moi, je cherchais quelque chose. Je viens d'une famille religieuse. D'un autre côté, je ne suis pas sniout. Et les Israéliens ont du mal. Shabbat. Oui, Shabbat, Kashrut, mais les Israéliens ont du mal à accepter ça. Que je peux me mettre en short et d'un autre côté, je fais Shabbat et Kashrut. Pour eux, c'est bizarre. C'est pas normal. Et donc, je cherchais quelque chose qui soit méorave dans ce point-là. Et donc, on a été à Sfat avec mon frère pour la chalaké du fils de mon frère. Et un de ses amis m'a dit « Tkoa ». Je dis « Ah, Tkoa, j'ai jamais entendu ». C'est la photo qu'on voit juste derrière vous. Voilà. Environ, ouais. Et donc, on a dit « voilà », on a commencé à chercher par là-bas. Et on a été... C'est à quelques kilomètres de Jérusalem. À 10 kilomètres en face du Hérodium. Exactement en face du Hérodium, à 10 kilomètres à 10 minutes, même pas 10 kilomètres, 10 minutes de Achoma. Un quart d'heure de Talpiot. Donc, c'est pas très loin en voiture. Mais on a été là-bas et on a vu des enfants qui jouaient dans le migrash, le terrain de Kadoregel, de foot. Voilà. Et il y avait des garçons avec des grandes payottes, avec les grandes kippas, etc. Et il y avait des filles en short, en petit short, qui jouaient tranquillement. Ils avaient genre dans les 12-13 ans. Ça t'a plu? Cette image t'a plu? Et là, avec mon mari, on s'est arrêté. J'ai dit, c'est ça. Je veux ça. Et donc, on a commencé à chercher vraiment les maisons. On n'a pas trouvé quelque chose qui était déjà construit, qui nous plaisait. Donc, on a attendu qu'un terrain se libère et on a construit notre maison. On l'a acheté en 2008 et on a mis au moins 2 ans pour recevoir les ishurim, les autorisations de construction, etc. Et on a commencé à habiter là-bas en 2011. Voilà. Et on est heureux là-bas, donc. Très, très bien. Non, c'est très, très bien. La famille Avraham, mes enfants, on leur parle de quitter de Koha et ma fille m'a dit je dors sur un banc mais je reste ici. Donc ça dit tout. Non, c'est tout le monde s'est bien intégré. Non, c'est une petite ville où il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de choses. Il y a la piscine, le cheval, il y a la bibliothèque, l'amphithéâtre. C'est une petite ville
où il y a tout. C'est un village. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a tout, mais d'un autre côté, c'est que des maisons indépendantes. C'est et donc, ça. on sent il y a une qualité vraiment, de vie intéressante. Voilà, avec des jardins, les enfants, il y a ils sont des libres. endives à Tkoa aussi. Exact, il y a la Rabat Pétriote. La Rava, voilà, Oui, bien exact. sûr. Il y a aussi du cheval. Il y a tout, oui, Voilà, il y a avec un des rat, Français. un très joli rat, bien sûr. Avec Tout à des fait, on Français. les avait reçus d'ailleurs ici. Ilan et Esther, ouais. Alors, vous êtes styliste aujourd'hui. D'ailleurs, pendant toute cette période, vous avez continué. Vous avez beaucoup travaillé avec la France, travaillé pour Christian Dior. Vous avez travaillé pour des marques comme Jus d'Orange ou autres, prêt-à-porter, mais aussi haute couture. En freelance. Ok, mais quand même. Et Ah ouais. comment vous arrivez à allier ces deux mondes? Parce que c'est complètement différent. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de stylistes à Tkoa. Je travaille à quoi j'ai une petite boutique à l'intérieur de mon restaurant. En fait, j'ai un restaurant français, une sorte de bête café français comme ça. Et 2 tiers, on va dire, c'est restaurant. 1 tiers, c'est boutique. C'est un concept, quoi. Voilà, en fait, j'ai pensé que les gens, ils peuvent s'arrêter, manger quelque chose, acheter s'ils veulent. Alors quoi, vous vous êtes inventé, comment dire, pas de la restauration à la base, vous êtes inventé restauratrice. Exact. Mais oui, je viens de Pourquoi rien. Pourquoi vous avez voulu faire ça? Le goût des choses, de la nourriture française me manque. Ah, mais ça vous poursuit. Grave. Un vrai opéra, un Donc, vrai ni les jambes, ni les fraisier. mentales, mais même pas la bouffe. Même pas. C'est-à-dire, la première fois que j'ai acheté des gâteaux, et j'ai dit, ah non, je peux pas, je sens la margarine, j'arrive pas. C'est-à-dire, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter culinairement. Vous vous êtes dit, puisque j'y arrive pas, je vais faire moi-même ce Ça que j'aime. Exact. Ça a commencé comme ça. Au début, je faisais pour moi-même, pour mes copines, pour les anniversaires. Je faisais des petits gâteaux, des trucs. Et au moment où j'ai pensé à ouvrir un restaurant, j'ai dit, pourquoi pas, ils connaissent pas les crêpes salées, les crêpes sucrées, les gratins dauphinois, les cannelés, les crèmes brûlées, les vraies, c'est-à-dire sans les changer, sans les mettre au goût israélien. Ce qu'en général on trouve dans les magasins, c'est un peu adapté au goût israélien. Et j'ai pensé que c'était dommage de rater une culture qui est quand même assez connue Vous êtes mondialement. formé quand même pour ça? Non, pas du Vous n'avez tout. pas fait de petits... Non, rien? Non, rien. Vous avez appris toute seule? Et j'ai appris toute seule. J'ai construit un menu que je pensais qui était assez bien. Et au fur et à mesure, je l'ai adapté, changé, même si le goût des gens, des clients a beaucoup changé au fur et à mesure des années. Ça s'est affiné peut-être? Et pas plus affiné, non, pas affiné. Ça veut dire au début, ils avaient du mal à penser à une crêpe salée, par exemple. Ils prenaient crêpe Nutella. Maintenant, ils prennent crêpe camembert avec la confiture de figue. Donc, et ils me demandent tout de suite, qu'est-ce que vous avez de nouveau? Il y a quoi? Qu'est-ce que tu fais de nouveau? Les madeleines, Vous avez les trucs. éduqué votre public, on va dire. Ah, grave. Et ça veut dire, quand je vois les enfants qui arrivent, est-ce que je peux... Efchar cannelé bordelais avec l'accent israélien. Et là, je suis heureuse. Je dis, même à Paris, on n'en trouve pas partout. À Tkoa, on en trouve. Et je dis, n'importe quel Israélien de Tkoa connaît un gratin dauphinois. C'est ce que c'est un gratin dauphinois. C'est ce que c'est une madeleine. C'est ce que c'est un financier. Alors, pourquoi on peut supposer, puisque vous travaillez très bien dans votre métier de styliste, pourquoi avoir eu le besoin de créer ce nouveau concept café, et en même temps café, en même temps un endroit où on peut s'habiller? Parce que Tkoa n'est pas le style c'est pas le style de mode que je fais en général. C'est plus sababa, comme on dit ici, à la cool. Détente. Détente avec les turbans, les superpositions de vêtements achetés en Yatchinia, d'occasion. Ouais. Et donc, quand je suis arrivée là-bas et j'ai vu ça, j'ai dit, ça va être dur. Et donc, j'ai dit, il manquait aussi un endroit là-bas pour s'asseoir, un vrai endroit. Il y a une pizza, mais c'est dans le jardin. Donc, vous êtes vraiment adapté, quoi. Exact. Vous avez pris vos forces et vous vous êtes... En fait, j'ai regardé ce qu'il y avait autour. C'était quoi le besoin? Et il n'y a vraiment aucun endroit comme le mien à Tkoa jusqu'à maintenant. Et donc, dans la construction, quand j'ai construit ma maison, j'ai déjà fait directement, j'ai construit avec les plans, avec mon travail, qui était inclus, avec tout ce qu'il fallait comme il faut. Et en fait, j'ai voulu m'adapter à Tkoa et adapter quelque chose que j'aime. Et vraiment, ça me fait plaisir, même si c'est dur pour moi. C'est-à-dire, j'ai du mal avec la restauration parce que c'est un métier très, très dur. Non, pas seulement, c'est rébarbant. C'est tout le temps la même chose. Rébarbatif, ouais. Rébarbatif. C'est tout le temps la même chose et tous les jours la même chose. Donc, c'est pas... Moi, j'aime bien faire quelque chose qui change. Donc, pour ça, c'est moins bien. Mais par contre, quand je vois les gens qui sortent avec des assiettes vides et qui sont contents et qui m'écrivent des mots pour me remercier, etc. Et là, je me dis, j'ai bien fait. J'ai fait quelque chose de bien. J'ai quand même appris... Mais alors, est-ce que vous avez mis votre métier de style en veilleuse ou vous continuez à travailler avec la France? Non, alors je travaille beaucoup moins maintenant avec la France. Je travaille de temps à autre. Là, je viens de faire une déclaration de bat mitzvah en France, il y a même pas une semaine.
Je travaille beaucoup moins, mais je travaille un petit peu en fait. J'essaye de m'adapter au temps et à la demande aussi. Vous avez trouvé quand même votre équilibre à Atco, hein. On peut dire ça comme ça? Oui, en fait, non. L'année dernière, vous avez encore la bougeotte. Non, j'ai justement la bougeotte. L'année dernière, j'ai eu tellement la bougeotte qu'on est parti 8 mois, 6 mois en Inde et 2 mois en Thaïlande avec toute la famille. On a arrêté toute la vie. Donc, pour vous dire, la bougeotte. Donc, j'avais besoin un peu de recul par rapport au travail. Arrêté, vous avez déscolarisé vos enfants, vous êtes parti en Inde? Complètement. En Inde et en Thaïlande, ouais. On a fait 8 mois en tout, et de septembre à mai, et on est parti. Parce que j'avais besoin justement un recul par rapport au travail. Vous avez un mari sympa, hein? J'arrive à le convaincre. On a pris qu'un billet. Très forte. Non, en fait, on a pris qu'un billet aller. Donc, au début, je lui ai dit, si c'est pas bien, on rentre. Donc, en fait, et on a continué, et j'aurais pu continuer encore. Hein. C'était très bien. On a appris beaucoup et ça m'a donné un peu du recul et un peu une nouvelle énergie, voilà, pour recommencer. Pour continuer, d'avancer. Voilà. Bon, sans regret, d'avoir fait le choix d'Eretz Israël, j'imagine. Non, sans regret, même si j'adore Paris. Même si je retourne là-bas avec une certaine envie quand même. C'est-à-dire marcher dans la rue, regarder les vitrines, sentir les odeurs, regarder l'architecture, même me promener comme ça. C'est-à-dire, vous êtes une amoureuse de la ville des Lumières, on va dire. En fait, de l'architecture. Israël est vraiment nouvelle. Mais quand je viens du côté d'Yerushalayim, qui est l'ancien Yerushalayim, là, c'est très beau. Je peux regarder pendant des heures, mais... En général, tout est assez neuf, tout est assez... Mais c'est un pays qu'on est en... Voilà, donc c'est un pays en construction, donc c'est pas la même chose. Alors que là, par exemple, la semaine dernière, il neigeait à Paris, c'était magnifique, c'est-à-dire c'est extraordinaire de regarder Paris sous la neige. On peut faire les deux, hein. C'est ce que j'essaye de faire. C'est ce que j'essaye de faire avec le temps, mais c'est ce que j'essaye. Bon, écoutez, en tout cas, on était ravis de vous écouter, d'entendre votre enthousiasme. Merci beaucoup. Voilà, votre énergie. Merci beaucoup. Dire. Bon retour à Atco. Merci. Voilà, alors si vous avez envie de faire un petit tour pour aller saluer Serouya Avraham, son petit bête café s'appelle Là-bas. Vous pouvez aller y faire un petit tour. Elle sera ravie de vous accueillir. Voilà. Merci beaucoup. À vous aussi. Et à très bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.